avec un homme peu ordinaire. On se retrouve maintenant avec Charles Jousseau. Salut Charles. Salut Jean-Paul. Et nous allons évoquer tout d'abord le passé, c'est-à-dire le début, l'apprentissage des sports de combat. Et en ce qui vous concerne, c'était avec le Pencaksilat, donc en Indonésie. Alors je ferai une petite rétrospective, je dirais. J'ai commencé bien avant le Pencaksilat par la boxe anglaise. J'ai fait un peu de savate avec le père de Jean Lafont. Un petit peu de canne. Je suis passé de là un petit peu au karaté. J'ai tout stoppé jusqu'à l'âge de 33 ans. Et c'est à 33 ans que j'ai découvert le Pencaksilat, donc enseigné par Maître Turpin qui était en Hollande. Je suis en 78. J'ai pris contact avec lui et comme il a su me convaincre, j'ai démarré aussitôt et je n'ai plus jamais arrêté. Bon. Alors le Pencaksilat, Charles, ça a été le vrai déclencheur de tout ce qui a été ensuite l'élaboration d'un système de self-défense, car dans le Pencak, il y avait déjà les racines de votre méthode actuelle. Tout à fait. Donc le Pencak, dans ce que j'ai vu au travers de Maître Turpin, ça correspondait à ce que je faisais, puisque je faisais déjà à l'époque de la sécurité. Donc c'était le complément qu'il me manquait au niveau technique. Depuis, donc évidemment, après une certaine pratique, j'ai décortiqué ces techniques pour les remettre en situation, et d'où la naissance de FISFO, donc qui veut dire Fédéral International Système Force de l'Ordre. Voilà, alors quel est justement dans votre enseignement ce qui fait la différence ? Alors la différence, c'est de remettre les gens en situation, déjà pour commencer. Il faut leur faire tomber toute cette approche qui était sportive. Il ne faut pas non plus l'annuler entièrement à 100%, c'est faux. Il faut garder certains automatismes. Par contre, c'est savoir que les conditions ne sont plus les mêmes. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a rien. Il y a deux combattants face à face. Les règles sont différentes. On sait que le type peut sortir de sa poche n'importe quoi, que ce soit une bombe lacrymogène, un point américain, que ce soit un rasoir, que ce soit un pistolet. Il peut sortir n'importe quoi. Donc les règles sont différentes. Et la personne qui était championne sur un tapis en compétition, d'un seul coup, il est face à une situation qui lui échappe complètement. Alors justement, les solutions, elles sont de deux aspects, psychologique et physique. Tout à fait. Le côté psychologique, alors il faut tenir compte de plusieurs choses. Le côté psychologique, parce qu'il faut savoir aborder la situation avant tout, avant de donner des coups, donc savoir parler avec l'individu, savoir se présenter, ne pas être agressif. Il faut, tout en se présentant de façon psychologique, il faut déjà maîtriser la situation avant d'en arriver au contact physique. Bon. Maintenant, il ne faut pas oublier le cadre législatif qui est important et dont on ne peut pas oublier, c'est indispensable dans tout ce qui est sécurité, application ou formation, on est obligé de rester dans un cadre légal. Voilà, et ce cadre légal parle bien, et ça c'est quelque chose dont il faut toujours se souvenir, que la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Ça c'est quelque chose aussi qui est important dans votre enseignement. C'est indispensable, mais il faut savoir aussi, il y a des choses qu'il faut savoir, c'est qu'un citoyen, n'importe qui dans la rue, peut intervenir en cas de flagrant délit, de façon à pouvoir neutraliser un individu, mais à condition de le remettre entre les mains des services de police immédiatement. Ne pas l'enfermer dans une cave ou dans un local pendant 3-4 heures et puis bon, des fois le tabasser. Ça c'est hors de question. Si maintenant l'action est passée, on n'a plus le droit d'intervenir. Donc il y a des choses qu'il faut quand même savoir et que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Bien souvent, les gens en sécurité, ils ont l'impression qu'ils peuvent se permettre de déborder. Non, c'est faux. On n'a aucun droit. D'accord. Alors, votre métier, Charles, aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être professeur, de former, d'avoir aussi une clientèle publique, de faire de la protection rapprochée, de créer des méthodes pour, notamment, comme c'est arrivé très récemment, pour sécuriser les avions en vol. Bref, est-ce que vous pouvez définir aujourd'hui quel est votre métier? Alors, mon métier est très simple. Alors, je ne fais pas de protection. Ce que j'ai fait par le passé, je ne le fais plus. Je me suis consacré uniquement à la formation. Donc formation en garde du corps, formation en agent de sécurité, formation, j'ai apporté des élèves parce que c'est pas mon métier, formation des groupes d'intervention, c'est un côté que j'ai fortement développé,
Et puis ensuite, tout ce qui est donc sécurité. Alors, sécurité, sûreté. Alors, j'ai fait, je le dis parce que, bon, je peux le dire quand même, l'année dernière, c'est moi qui ai assuré la formation des agents de sûreté sur Air France, donc les agents antiterrorisme. Quitte encore une fois de plus, reste dans un cadre très légal, ça reste dans des conditions dont je ne parlerai pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand même. Et on le comprend très bien. Il s'agit de la sûreté des passagers, bon, et avant tout, c'est quand même important. Et puis... donc c'est mon principal cheval de bataille. Je fais des formations au niveau des gardiens de prison et des groupes d'intervention qui interviennent dans n'importe quelle situation. Donc après on rentre dans un cadre vraiment très, très spécifique. Un gardien de prison va être formé différemment d'un agent de sûreté sur un vol. Bon. Un type de la BAC va être formé un peu différemment qu'un type du RAID. Okay, donc chaque groupe est un peu formé différemment. Alors ce que je voudrais surtout ajouter, et ce qui est important, que les gens ne soient pas leurrés par des fausses publicités. Quand on fait une formation d'un groupe officiel, on ne fait qu'une petite partie de la formation. On ne touche ni aux armes, ni aux explosifs. Okay, on ne va pas ouvrir des portes. On n'est pas des spécialistes de la serrure. On fait une formation sur le terrain, donc maniement d'armes, armes blanches, maniement défense, contrôle d'individus, palpation, menottage, contrôle de véhicule, okay, et notre rôle va s'arrêter là. Mais on ne peut pas dire qu'on les a formés au tir parce qu'ils ont des spécialistes du tir, ils ont des spécialistes en explosifs, et c'est surtout pas notre rôle. Et je précise bien, c'est un conseil que je donne, les gens qui sont dans la sécurité, évitez de faire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi, tout ira pour le mieux. Alors, Charles, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable explosion partout. Il y a de l'enseignement des arts martiaux, des sports de combat. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, vous formez des agents de sécurité à la protection des personnes et des biens, et de l'autre côté, il y a aussi l'accès aux mêmes techniques par le grand public, un public qui parfois peut s'en servir à des fins justement qui vont être opposées à celles des forces de sécurité. Alors comment vous vivez ça ? Alors justement, c'est bien d'aborder le sujet parce que, effectivement, il y a des gens qui s'entraînent dans des caves, dans les banlieues, aux contre-méthodes policières. Je veux dire par là que ces gens-là, quelqu'un leur enseigne. À la base, il y a quelqu'un qui doit leur enseigner des choses. Bon, nous savons qu'aujourd'hui, le monde évolue. Le monde de la délinquance, malheureusement, évolue beaucoup plus vite que le monde policier. Bon. Moi, je le vis d'une façon qui est très simple, c'est que le programme qui est pour la police sécurité, c'est un programme dont les gens en salle, quand les cours sont ouverts à tout le monde, n'ont pas accès. Okay, ils travaillent sur la self-défense. Bon. Des situations remises en technique dans la rue, mais ils n'ont pas accès aux services de sécurité, aux méthodes policières. Bon, ça, c'est une chose qu'il faut bien séparer. Maintenant, si quelqu'un vient chez moi et qui est en train de passer des concours pour entrer dans la police, à ce moment-là, il est différent. Il va avoir une approche de ces techniques, okay, parce qu'il va rentrer dans un domaine bien précis. Bon. Mais en aucun cas, les deux sont mélangés. Alors, sans rentrer dans les techniques de self-défense, on l'a bien compris, qui sont réservées aux agents de sécurité, aux agents des forces de l'ordre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui ne marche pas et ce qui marche? C'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne pas du tout dans la self-défense, dans une situation conflictuelle? Ben, c'est très difficile de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si ces méthodes de self-défense n'ont pas été remises non plus en situation et appliquées en situation, ça ne peut pas marcher. Ok, alors moi ce que je vous propose il y a une question de distance, il y a une question d'application, une question de position, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, il y a plein de facteurs qui viennent de se greffer d'un seul coup. Alors ce que je vous propose maintenant, Charles, justement, c'est de voir ce que vous pouvez nous montrer et de le mettre en situation réelle. Donc des techniques de self-défense tout de suite avec Charles Jousseau. Bon, par rapport à un individu qu'il faudrait éventuellement interpeller. J'ai bien interpellé, ou une situation de self-défense en fait, on ne sait jamais. L'individu est un petit peu récalcitrant, est un petit peu énervé, bon là il m'a l'air assez calme. Mais dans le principe, c'est on ne reste pas en face de lui dans sa ligne de frappe, on va se déplacer de façon à être sur un angle mort et le déstabiliser psychologiquement et physiquement. De façon, bien entendu, d'abord la parole, on explique, on essaie de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, et puis au moment d'interpellation, dès qu'il y a le contact, on va contrôler le coude. Le coude est indispensable. Parce que si on venait mettre la main sur l'épaule ici, le poing va partir, le coude peut partir. Okay, donc on contrôle le coude, on va le gêner, jusqu'au moment, s'il le faut, faire une frappe génitale, okay, ou plexus, et reprendre le poignet. Alors lorsqu'on contrôle le coude, si je veux faire une frappe plexus avec la même main, en frappant le plexus, j'ai le contrôle du coude. Si je fais une frappe génitale, j'ai le contrôle du poignet. C'est logique. Okay, partant de là, ici, il est contrôlé.
Saisie du poignet, soit je l'amène vers l'avant, vers le sol, pour l'amener dans une position de contrôle et de menottage, ou je le garde uniquement en contrôle sur moi ici, en bloquant bien son coude, le bec de canne, et on va pousser la tête ici. OK? Donc nous pouvons appliquer pratiquement la même technique sur une attaque de poing. Au moment où j'apprends lui, il rentre en punch, ok, contrôle du coude poignet, on va abaisser son bras ici, et la main gauche commence à passer dessous, ok? Et dans le moment, on pousse la tête, d'accord? Comme la main gauche est engagée, on va faire une clé au niveau du coude ici pour l'amener au centre. Même position. Et parmi la gamme de matériel que j'ai inventé, donc voici le sac d'interpellation, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Alors pour l'application, c'est très simple. La personne qui arrive derrière, c'est elle qui va intervenir. On va appliquer le sac sur le visage d'un individu en claquant un petit peu. Les trous, il va pouvoir respirer, mais il n'a plus de point de repère. Il perd la vue et l'ouïe. Okay. Dans le mouvement, on fait une rotation sur l'épaule ici, vers l'arrière pour l'amener au sol. Okay. Et il est contrôlé. Contrôle cervical, on passe les bras dans le dos. Okay. Il est en position de menottage. Donc s'il doit être présenté chez le juge, il est propre. Dans une situation où vous avez affaire à un adversaire armé d'une arme blanche, donc un couteau en l'occurrence, dans son attaque, vous allez esquiver tout de suite et retirer cette jambe droite pour ne pas qu'elle se trouve piquée au niveau de la fémorale par la lame du corps. La main droite est appliquée le long du corps ici pour éviter que les nerfs et les tendons et les veines soient touchés. Le bras gauche va pousser le coude vers l'extérieur et on ramène pour les armer tout de suite. D'accord? De la rotation, et on va sauter la tête en chassant la jambe ici. Coup de pied visage pour finir. Okay. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 20 mars à Bercy. Nous, on se retrouve donc le mois prochain, le dernier samedi, toujours à midi précise. Salut!